Jouera pas. Zidane sera-t-il sur pied à temps pour le prochain match des tricolores contre l'Uruguay? Les Bleus n'ont pas encore retrouvé un moral de battant. Bernadette Chirac en campagne. L'épouse du président s'est rendue cette semaine à Nantes pour soutenir le candidat de l'UMP. Madame Chirac s'engage ouvertement. Bruit de bottes à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Les Nations Unies, la France et plusieurs pays européens engagent leurs ressortissants à quitter l'Inde. Des consignes d'évacuation à titre de précaution. Les meilleurs danseurs de claquettes pour un spectacle étourdissant, Magic of the Dance, la culture irlandaise revisitée par une troupe au succès international. Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de la défaite des tricolores, une seule question et beaucoup d'incertitudes. Zidane sera-t-il en mesure de jouer contre l'Uruguay le 6 juin prochain? D'un côté, les déclarations très prudentes de l'entraîneur de l'équipe de France. De l'autre, une image qui se veut rassurante. À Séoul, Zidane est rentré sur le terrain pour quelques foulées à l'entraînement. Mais que penser maintenant de l'arrivée de Zinedine Zidane à l'hôpital cet après-midi? Il ne fut pas question d'IRM, mais de tests sur une machine destinée à faire travailler ses muscles. Reste la contre-performance des Bleus. Il leur faut retrouver un moral de gagnant. Florent Gautreau, André Germain. La tête des mauvais jours, des lendemains difficiles, perdu dans ses pensées, Roger Lemaire regarde Cameroun-Irlande, mais le cœur n'y est pas. Le sélectionneur cherche toujours à comprendre ce qui s'est passé hier. Hier, personne n'a démérité, non, ni dans l'esprit, ni dans le comportement. Mais par contre, c'est vrai que les 5 dernières minutes, on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé. Voilà. Alors le maire tente de recoller les morceaux dès le début de l'entraînement, avec Sylvain Wiltord par exemple, peu à l'aise contre le Sénégal. Aux 4 coins du terrain, les discussions se multiplient. Les joueurs savent qu'il faudra bien changer quelque chose contre l'Uruguay et ne pas seulement compter sur la rentrée hypothétique de Zidane, car il y a eu des faiblesses tactiques et un problème physique. C'est clair, il y a des joueurs qui sont physiquement moins préparés que d'autres, qui ont l'air plus fatigués. Il faut forcément changer quelque chose. L'état d'esprit, certainement, la volonté de remonter le ballon avec rapidité. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Des choses à faire et pourquoi pas faire appel à ces remplaçants qui piaffent d'impatience et qui ont disputé un match amical aujourd'hui contre une équipe locale. Sylvestre, Makelele, Candela ou Dugarry, ils sont tous en pleine forme. Ils ont régalé un public, il est vrai, acquis d'avance, puisque les femmes de joueurs sont venues assister au match. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est le retour de Zidane sur un terrain. On l'a en effet appris ce soir, il ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers, mais il a couru. On peut donc raisonnablement espérer le voir jouer contre l'Uruguay. Venons-en aux matchs qui se sont déroulés aujourd'hui lors du mondial. D'abord, ce qui nous concerne directement. Dans le groupe A, le Danemark a battu l'Uruguay 2-1. Il s'agit des 2 équipes que les Bleus devront affronter. Alors même s'il est un peu tôt pour faire les comptes, un match nul aurait été plus favorable pour les Français. Christophe Tortora. Aimé Jacquet va pouvoir dire aux joueurs français ce qu'il a vu du match Danemark-Uruguay. D'abord, qu'il faut se méfier d'Alvaro Recoba, le meneur de jeu de l'équipe sud-américaine. Une équipe où l'on peut trouver des espaces en défense, le Danois Thomansson ouvre le score. Mais le directeur technique national va aussi devoir leur parler de Gustavo Rodriguez. Dès la reprise, il inscrit ce qui est jusqu'à présent le plus beau but du mondial. Les commentateurs du pays le comparent déjà à Zidane, tant son but ressemble à celui inscrit par Zizou lors de la finale de la Ligue des Champions. Mais autre enseignement, l'Uruguay ne tient pas physiquement. À 7 minutes de la fin du match, Thomansson inscrit son 2e but. Score final, 2-1. Une victoire fêtée dignement à des milliers de kilomètres de là. Sur la place de Copenhague, rouge de monde, il y avait de la joie cet après-midi devant les écrans géants. Une victoire qui ne fait pas les affaires de la France au classement du groupe A, le Danemark est en tête. Le prochain match entre la France et l'Uruguay sera déjà pour les 2 pays celui de la dernière chance. Au Sénégal, on continue à savourer son succès. Le président Ouad a fait le tour de la ville en voiture. Pour lui, battre les champions du monde, c'est être champion du monde. Les autres rencontres concernent le groupe E. L'Irlande et le Cameroun font match nul. Quant à l'Allemagne, elle a terrassé l'Arabie Saoudite 8-0. Christophe Duchéran. De la meilleure façon qui soit et dans le meilleur des mondes possibles, voilà comment l'Allemagne a commencé son mondial. Résultat, l'Arabie Saoudite, qui a du pétrole à vendre mais pas de carburant en défense, a connu un phénoménal coup de pompe, 8 buts encaissés. L'Allemand Klose a marqué 3 fois. Pour les amateurs de statistiques, 4 buts en première période, 4 buts en deuxième mi-temps. Et si au terme d'un match, on n'en est pas encore à tirer des conclusions,
Disons quand même que les Allemands, qui sont arrivés à la Coupe du Monde sur la pointe des pieds, ont manifestement décidé de mettre les petits pas dans les grands. À l'arrivée, l'Arabie Saoudite a payé les pots cassés, et qui sait si le prix du baril ne va pas baisser. Au stade de Niigata au Japon, on attendait beaucoup du Cameroun et de ses lions indomptables. Mboma ouvre le score après 39 minutes de jeu. Mais après le repos, les Irlandais égalisent grâce au dénommé Hollande. Résultat, un partout, la balle au centre. Et manifestement dans la tribune, un pot rouge égaré s'est régalé. Vous le savez, le mondial se déroule en Corée du Sud et au Japon. Les deux pays se partageront les matchs. Et c'est aujourd'hui qu'avait lieu la première rencontre au pays du soleil levant, le Japon, qui se découvre un véritable engouement pour le foot. Anne Guéry. Quelques centaines d'appareils photo prêts à crépiter, ça c'est pour le cliché. Le supporter japonais aime à immortaliser l'instant rare sur papier glacé. Certes, le style est ici un peu plus réservé qu'ailleurs, mais enfin, depuis le début du championnat, toutes les équipes étrangères reçoivent le même accueil. Le Japon aussi a ses groupies, et des groupies, il y en a pour tout le monde. Moi, je soutiens le Cameroun. J'espère qu'ils vont réaliser des choses inattendues. Je suis tellement content d'avoir mes billets. Je vais pouvoir assister aux 3 matchs du Cameroun. Même le simple supporter venu d'Occident suscite un engouement certain. Signature d'autographes comme pour les stars, le supporter irlandais apprécie franchement. C'est pas tous les jours qu'on peut jouer au héros. Ah, les gens d'ici sont sympas. C'est comme si la fièvre s'était emparée du Japon, la passion du foot, au point que même le traditionnel saké est servi dans de délicieuses bouteilles modelées aux formes du ballon rond. Alors tant pis pour les esprits chagrins qui craignaient que le supporter nippon soit, comment dire, un peu trop zen. Chaque jour au pays du soleil levant, on veut prouver le contraire. En marge du mondial, toute cette semaine à Séoul a été marquée par des manifestations protestant contre l'utilisation de la viande de chien dans la cuisine coréenne, une coutume dénoncée par les militants. Reste un chiffre à retenir, 1 million de chiens sont abattus chaque année pour être mangés. Cette tradition culinaire, barbare pour ses opposants, est ancestrale et les Coréens s'étonnent que l'on résume toute la culture d'un pays à cette forme de gastronomie. Philippe Rochaud, Sylvain Giourde. C'est l'un des 6000 restaurants de Corée du Sud où l'on mange le businta, la viande de chien. Un plat assez cher qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais qui est, dit-on, énergétique. En fait, le commerce de la viande de chien est officiellement interdit depuis les Jeux Olympiques de 88, mais les autorités ferment les yeux et ces restaurants ont du succès. Ma mère était atteinte de diabète. On lui a dit que ça lui ferait du bien de manger de la soupe de chien. Et ça a marché. Du coup, elle a fait le businta pour les autres. Et elle a ouvert un restaurant. Voilà 18 ans que l'établissement fonctionne à plein rendement. La famille Almaï en a même ouvert 15 autres dans le pays. Et aujourd'hui, le dernier chic est de regarder les matchs en mangeant du chien. J'aime ça. Et j'essaie d'en manger au moins une fois par semaine. Alors ici, on n'apprécie guère la campagne lancée par Brigitte Bardot et l'on parle volontiers de respect des cultures. Je trouve ça très désagréable. Par exemple, les Français mangent des escargots et ils trouvent ça très bon. Ils mangent même aussi du cheval. Chacun sa culture. Sur le marché de Séoul, la viande de chien se vend sans entrave, mais notre présence n'est guère appréciée. 1 million de chiens sont vendus chaque année sur ces marchés. Il existe même un syndicat des vendeurs de viande de chien. Le but de notre syndicat, c'est de légaliser la viande de chien. Un jour, nous aurons suffisamment de membres pour résister au gouvernement. Mais c'est oublier que les Coréens aiment aussi les chiens comme nous les aimons, comme animaux de compagnie. Dans chacune de ces boutiques, on en vend 150 par mois et ceux qui les achètent s'opposent au commerce de la viande de chien. Ils feront parler d'eux à l'occasion de la Coupe du Monde. Nicolas Sarkozy était aujourd'hui à Bolène, dans le Vaucluse, l'occasion de visiter une gendarmerie en zone rurale. Le ministre de l'Intérieur a pu s'entretenir avec les gendarmes et leurs familles. Pas de déclaration, mais une meilleure appréciation pour Nicolas Sarkozy de leur quotidien. Parmi les mesures préconisées par le ministre de l'Intérieur figurait en bonne place le redéploiement police-gendarmerie. Cette nouvelle carte des forces de sécurité avait commencé à être dessinée par le précédent gouvernement et a rencontré une sérieuse opposition. L'exemple de Vitry-le-François, la première commune à avoir appliqué le redéploiement. Olivier Caroff et Delphine Détry sont retournés sur place.
Vous avez demandé la police, c'est la gendarmerie qui arrive. Ici, c'est comme ça depuis 1 an et demi. Ville test du redéploiement des forces de sécurité, Vitry-le-François a échangé son commissariat contre une caserne de gendarmes. On les voit jamais. Je viens de les voir passer derrière vous. On est stressés, mais ils passent jamais. On est toujours calme. L'autre fois, il y a une femme qui s'est fait attaquer là sur la place en plein jour à 4 heures. Il n'y en avait même pas un. Ne serait-ce qu'au marché, on les voit dehors. On les voit tourner autour de la place le soir. Tout ça, les policiers le faisaient pas ou le faisaient moins? On le faisait moins, en tout cas, on les voyait pas. Les policiers, Vitry-le-François les a au moins une fois tous vus dans la rue. C'était il y a 2 ans, le commissariat était sur le point de fermer. Le maire socialiste était l'un des rares en France à bien vouloir appliquer la réforme voulue par Lionel Jospin. Zélé, il montrait volontiers les logements tout neufs de ses futurs gendarmes et il faisait une promesse. Les vitrières s'y retrouveront dans leur sécurité, parce qu'on va tripler les effectifs de patrouille, on va doubler les moyens sur le terrain. Et à l'époque, c'est la droite locale qui refusait le redéploiement. Elle promettait d'en faire un thème de campagne. Évidemment, évidemment. Attendez. Et ça a marché. Aujourd'hui, le maire, c'est lui. Selon ses propres chiffres, la délinquance a augmenté de 10% depuis le redéploiement, mais il trouve aux gendarmes des circonstances d'atténuation. Aujourd'hui, la mission qu'ils ont à effectuer sur Vitry-le-François requiert de leur part 10 à 14 heures par jour, requiert de leur part qu'ils y sacrifient leur repos et leur congé, ceci pour assurer leur service et la sécurité de nos concitoyens. C'est inacceptable. 30 gendarmes pour remplacer 54 policiers, c'était peut-être un peu juste. Des renforts sont promis pour cet été. Bernadette Chirac fait ouvertement campagne. L'épouse du président s'est rendue à Nantes cette semaine, apportant son soutien à l'un des candidats de l'Union pour la majorité. Madame Chirac s'est mobilisée pour cette bataille des législatives, tout comme elle l'avait fait plus discrètement lors des présidentielles. Incontestablement, elle est un atout. Véronique Saint-Olive. Une campagne à la Chirac. Discours pour le président de la République, terrain tous azimuts pour Bernadette. Ce jour-là, sur le marché de Nantes, elle vante la qualité des courgettes et des candidats. C'est beau, j'adore. Un jeune. Tout à fait, c'est bien. Pour dynamiter tout vaillant. Très, très bien. Collaborateur de M. Fillon. C'est tout pour plaire. N'est-ce pas? C'est une très bonne équipe. Merci de nous avoir dit bonjour. C'est une femme qui a du courage. Parce que il y a bien des bonnes femmes qui, dans le palais de l'Élysée qui ne se dérangeraient pas à venir faire un tour sur le marché. Hillary Clinton, son idole, salue en elle une professionnelle. Désormais, plus question pour Bernadette Chirac de faire de la figuration. Dopée par sa popularité, sûre d'une influence chèrement acquise, elle se fait la championne de la cause des femmes. Rien n'est donné pour les femmes. C'est toujours dur pour elles de conquérir les places, d'avoir des responsabilités. Et je pense que le mouvement est tellement maintenant massif que rien ne l'arrêtera. On a l'impression que vous parlez en connaissance de cause. Pour moi, c'est pas toujours facile non plus. Hein. Je me bats de temps en temps. Dans la rue, les hommes l'applaudissent. Elle attribue un 0 pointé à l'Union pour la majorité présidentielle qui présente moins de 20% de femmes aux législatives. Pour terminer, visite dans un institut qui réinsère des enfants en grande difficulté. L'autre combat de sa vie. Tu passes à la télé? Ça m'arrive. Oui. Vous prenez pas le monsieur Jacques Chirac, c'est le monsieur. Oui, c'est ça. Et alors, c'est son mari, c'est son mari. Voilà. Le président de la République n'a donc pas encore de souci à se faire. On n'ignore pas qu'il est bien le mari de sa femme. Et voici la liste des autres candidats en Loire-Atlantique. Prenons à présent l'exemple de cette banlieue populaire de Lyon, la 7e circonscription du Rhône, détenue par le Parti socialiste. S'affronte Charles Millon, portant les couleurs de la majorité présidentielle, contre l'ancien ministre PS, Jean-Jacques Kerane. Ici, le Front National est arrivé en tête au présidentiel. Une situation incertaine si l'on ajoute que l'Union pour la majorité n'est pas représentée officiellement. Didier Guyot, Philippe Évêque. Vous faites partie du Front National. Non, vous savez bien que c'est faux. Mais si, aussi. Charles Millon et le Front National, il y a des relations ambiguës qui collent à la peau. Mais les temps semblent-ils changer car c'est sous l'étiquette majorité présidentielle que l'ancien président du Conseil régional se présente. En tout cas, Charles Millon, lui, ne regrette rien. Il se définit comme un homme politique qui ose. Quand la gauche n'est plus la gauche, l'extrême gauche monte. Quand la droite n'est plus la droite, l'extrême droite monte.
Donc ce que réclament les Français, c'est des hommes politiques qui disent ce qu'ils pensent et qui font ce qu'ils disent. Avec près de 25%, Jean-Marie Le Pen ici arrivait en tête le 21 avril dernier. Quand on est premier dans une banlieue où les villes sont tenues par la gauche, pas question de manquer ce rendez-vous et surtout pas question de faire de cadeaux à Charles Millon. Millon vient en terre de mission par rapport à un fait précis. Il veut la peau de Jean-Jacques Kerran parce que Jean-Jacques Kerran l'avait fait battre à la région Rhône-Alpes en 1991. J'en veux une aussi. Bien sûr, voilà. L'ancien ministre de Lionel Jospin, Jean-Jacques Kerran, est le candidat unique de la gauche plurielle. Au premier tour des présidentielles, la gauche totalisait ici à peine 35%, un camouflet. Pour le 9 juin prochain, face à Charles Millon, Jean-Jacques Kerran appelle à un front républicain. Il pense fondamentalement que la droite doit englober l'extrême droite, ce qui n'est pas le sens du scrutin du 5 mai. Où gauche et droite réunis ont dit une barrage à Le Pen. Ici, lui, il pense qu'il peut récupérer les électeurs du Front National. Dans cette circonscription populaire, pas de candidat officiel de l'UMP, pour ne pas faire d'ombre à Charles Millon, diront certains, mais 15 candidats au total. Un UDF, plusieurs écologistes, un LCR, lutte ouvrière, pôle républicain, tout le monde est représenté. Le premier tour s'annonce donc crucial, car peu de candidats obtiendront les 12,5% d'inscrits nécessaires pour le deuxième tour. Et vous retrouvez la liste des autres candidats de cette circonscription. Quelques indicateurs mesurant les intentions de vote des Français. La droite arriverait en tête au premier tour avec un petit avantage. Il serait 36% des électeurs à choisir un candidat de l'Union pour la majorité ou de l'UDF. Si l'élection avait lieu demain, selon IFOP, journal du dimanche, les formations de la gauche unie totalisent 34,5% des suffrages, se découpant ainsi 24,5% pour le Parti socialiste, 5% pour les Verts et 5% pour le Parti communiste. Enfin, le Front national obtient 13% des intentions de vote. Comme chaque année, mais cette fois-ci avec une couleur particulière, à une semaine des législatives, l'écolo-parade entre Bastille et les Tuileries, un regroupement coloré pour donner meilleure mine à la gauche, une gauche qui décidément a du mal à retrouver ses marques. Alban Mikosi, Marie-Pierre Cassignard. Comment donner de nouvelles couleurs à la gauche? À 8 jours des élections législatives, les Verts craignent que le débat politique ne passe au second plan sous les effets conjugués des premiers week-ends ensoleillés et des brillantes prestations de l'équipe de France de football. Bref, qu'elle tombait bien cette écolo-parade. Les végétariens ont pu faire la promotion de la carotte, les cyclistes celle de l'air pur à Paris et ces deux messieurs la promotion d'on ne sait quoi au juste, mais dans une ambiance festive. À l'avant du cortège, les responsables politiques se voulaient plus solennels. Le retour de la droite aux affaires marquerait selon eux le début d'une politique de régression sociale. L'idée qu'on pourrait, d'une façon démagogique, effacer la couverture maladie universelle dont bénéficient 5 millions de personnes, les 35 heures, les emplois jeunes et le mouvement de recul historique du chômage que nous avons connu depuis 5 ans, moi j'arrive pas à m'y résoudre. À l'occasion des législatives, les Verts, qui conduiront les espoirs de la gauche unie dans 58 circonscriptions, jouent une carte importante pour leur avenir. D'où un appel solennel aux classes populaires. Ceux précisément qui ont exprimé leur mécontentement le 21 avril, ils seront encore plus défavorisés avec la droite. Les militants verts croient encore en une victoire possible de la gauche. Plus d'une centaine de circonscriptions sont réputées incertaines et eux feront tout pour que leur couleur fétiche soit bien visible dans le prochain hémicycle. Concernant la sécurité dans nos assiettes, 7 millions de boîtes de thon au naturel de la marque Albacor Petit Navire ont été rappelées en raison d'un problème de défaut de stérilisation. Le lot en question porte le numéro d'agrément FC01 et les dates de consommation inscrites sur les boîtes se situent entre le 13 janvier et le 15 avril 2005. Un numéro vert est à disposition des consommateurs, le 0800 63 64 65. Manifestation à Paris à l'appel de différentes associations de chômeurs. Plusieurs centaines de personnes dans les rues de la capitale pour réclamer une meilleure prise en compte de la précarité. À Sochaux, l'usine PSA, devant le succès de la Peugeot 307, a mis en place depuis hier un système de travail le week-end, s'adressant bien sûr à des salariés volontaires. Ce VSD n'est pas une formule définitive, il a ses adeptes et ses avantages. Reste l'hostilité de la CGT qui évoque la logique financière. Claude Marc, David Sigal. Midi le samedi, certains, comme d'habitude, cultivent leur jardin. Chantal et Dragan Santander, eux, partent travailler. Allez, on y va. Direction l'usine PSA à Sochaux. Ils font partie des nouveaux travailleurs du week-end. Ici, en semaine, c'est une ville de 20 000 habitants. Aujourd'hui, ça a l'air désert. Et pourtant, à l'intérieur, ils sont 1600 à avoir accepté de travailler du vendredi au dimanche. Objectif, produire et produire encore des 307 pour répondre à une demande explosive.
Pour Chantal et Dragan, qui se sont rencontrés ici il y a 30 ans, c'est l'occasion de travailler à nouveau ensemble, et pas seulement. Il y a plusieurs raisons pourquoi on est au VSD. Il y a les avantages financiers, il y a le temps libre aussi qui nous mais donne toi, ça. si tu veux, moi, au départ, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait gagner en VSD. C'était pas ça le premier... Mais maintenant, ça tombe bien. On ne veut pas dire non. Non, mais si vous voulez, nous, au départ, c'était le fait de se retrouver, de retravailler ensemble. Bon, après, par la suite, on a entendu dire qu'il y avait une augmentation. Bon, mais on n'a pas dit non. Grâce au VSD, comme ils disent, ils travaillent désormais 26 heures payées 35 au tarif de nuit. Pour les volontaires, c'est plutôt motivant. Pour la CGT, c'est un trompe-l'œil. On est dans une logique de rentabilité du capital au lieu d'être dans une logique de satisfaction des clients et d'horaires convenables pour le personnel. Côté direction, on affirme que la mesure est temporaire, pas plus de 18 mois, mais en même temps, on envisage d'aller encore plus loin. Pourquoi pas, l'année prochaine, un projet de ne pas arrêter l'usine sur la production 307 pendant les congés. Quoi qu'il en soit, les Sananders reviendront demain soir pour travailler jusqu'à lundi matin 6 h. Ce sera ensuite le repos des travailleurs du dimanche, leur week-end, en quelque sorte. L'actualité internationale, situation explosive entre l'Inde et le Pakistan. Les Nations Unies vont évacuer les familles de leur personnel diplomatique dans les deux pays. La France, elle aussi, conseille à ses ressortissants de quitter l'Inde si leur présence n'est pas indispensable. Plusieurs pays européens donnent les mêmes consignes à titre de précaution. La multiplication des attentats et les mouvements à la frontière inquiètent la communauté internationale. Vincent Nguyen. Ces nouvelles recrues ont fini l'entraînement. L'armée indienne va les envoyer grossir ses troupes à la frontière avec le Pakistan. Le Pakistan qui, lui aussi, masse de plus en plus de soldats et construit de nouveaux bunkers au Cachemire. Cette région à majorité musulmane, les deux pays se la disputent depuis 1947. Mais aujourd'hui, le long de la frontière, l'Inde et le Pakistan alignent 1 million d'hommes et la situation est particulièrement tendue. L'armée pakistanaise a pris ses dispositions. Elle est prête à faire face à toute agression. Le Pakistan se plaint d'essuyer des bombardements indiens et l'Inde accuse le Pakistan de soutenir les séparatistes musulmans qui multiplient les attentats au Cachemire. 3 attaques à la grenade ces dernières 24 heures, 2 morts, 39 blessés. Dans les aéroports indiens et pakistanais, on voit de plus en plus d'Occidentaux. Travaillant dans les ambassades ou pour l'ONU, ils rentrent chez eux par sécurité. La France a demandé à ses ressortissants de faire de même. La situation est préoccupante car les deux pays possèdent l'arme atomique. Le Pentagone estime qu'un conflit nucléaire tuerait 9 à 12 millions de personnes. Le président américain a décidé d'envoyer sur place le secrétaire d'État à la Défense. Une guerre ne servirait les intérêts ni de l'Inde ni du Pakistan. Et nous faisons partie d'une coalition internationale qui doit faire pression sur les deux parties. Aujourd'hui, le monde entier fait part de son inquiétude, particulièrement le Japon, qui n'est pas si loin et a déjà subi l'horreur d'Hiroshima et Nagasaki. La Grande-Bretagne célèbre à partir d'aujourd'hui le jubilé de la reine. Sous un soleil radieux à Londres, devrait se dérouler dans moins de 2 heures le premier concert dans les jardins de Buckingham. Les Britanniques, qui depuis peu sont pris d'une véritable affection pour Elisabeth II. Correspondance Laurent Boussier. Des drapeaux britanniques partout, le Concorde qui passe au-dessus du palais de Buckingham, la tradition des défilés et surtout les médias du monde entier qui vont, pendant quelques heures, faire de Londres un des centres du monde. Ce sont ces moments-là qu'aiment particulièrement les Anglais. Alors, en ce début de week-end de jubilé, beaucoup manifestent leur soutien à leur reine et à ses 50 ans de règne. Oh, la reine, elle est formidable. Elle a servi son pays avec dévotion, dévouement pendant 50 ans. On lui doit énormément. La reine, c'est notre vie, notre histoire. Elle est tout pour nous. Elle est le ciment de notre pays. Un regain d'affection dû en grande partie à la reconnaissance du rôle de la reine dans la marche du pays. Elle représente la stabilité. Elle est au-dessus de la politique, ce qui est très important pour un chef de l'État. Elle laisse le gouvernement gouverner le pays, mais elle reste une merveilleuse référence. Pourtant, si Elisabeth II est une des femmes les plus célèbres du monde, peu nombreux sont ceux qui peuvent se vanter de la connaître vraiment. Derrière un sourire plus poli que chaleureux et une retenue bienséante dont elle ne se départit jamais, elle reste un mystère pour beaucoup de ses sujets. Certains, peu nombreux, pensent même qu'après elle, la monarchie disparaîtra en Grande-Bretagne.
Les gens ne veulent pas virer la reine, mais une fois qu'elle sera partie, les Britanniques voudront choisir, ils voudront élire leur prochain chef de l'État. C'est normal dans une démocratie. En attendant, Elisabeth II a profité de ce jubilé et des fêtes qui commencent ce soir à Buckingham pour asseoir son propre pouvoir et renoncer à toute idée d'abdication. C'est aussi cette détermination à servir le plus longtemps possible son pays qu'admire chez elle une majorité de Britanniques. À quelques jours des premières épreuves du baccalauréat, je vous propose de suivre la façon dont sont sélectionnés très à l'avance les sujets sur lesquels plancheront les élèves de terminale. Qui choisit, quand et comment? Claude Poznanski et Daniel Lévier. Et de l'élan, il en faut pour transporter les sujets du bac qui viennent d'être imprimés. Mais avant un long travail de réflexion à mobiliser plusieurs centaines de personnes, il faut en effet trouver des sujets différents pour chaque session du baccalauréat. Bon, il y a environ 250 sujets distincts qui viennent de toutes les académies, dont certains sont pilotés par nous, bien sûr, et qui sont reproduits en 1 million, 1,5 million d'exemplaires. L'élaboration des sujets de cette année s'est étalée sur 1 an et demi. En avril 2001, le ministre de l'Éducation a choisi les recteurs d'académie qui en superviseront la fabrication. Fin juin, une commission de choix des sujets se réunit. Elle désigne les enseignants chargés de les rédiger. En juillet-août, vacances studieuses pour ces professeurs sélectionnés. Oui, vacances studieuses avec toujours à l'esprit l'idée que pour septembre, un sujet doit être fait le mieux possible, le plus proche du programme. En janvier et février, c'est le moment du cobayage. Des enseignants différents testeront ces sujets. Ils vérifieront leurs difficultés ou les erreurs possibles dans l'énoncé. Toute cette préparation doit se faire dans la confidentialité. Joël Peton en a gardé le goût du secret. Je signe un papier qui me tient au secret. En ce sens que je dois évidemment pas dire que à des amis, à mon entourage, que je participe, que j'ai participé à la commission de choix de sujet. En mars, après les modifications apportées, les recteurs donnent enfin leur accord pour l'impression des sujets. L'abbé Pierre en personne, malgré son grand âge, s'est rendu à la porte de Versailles pour superviser les derniers préparatifs de la vente annuelle de la communauté Emmaüs. Cette année, la collecte sera versée au bénéfice du Chili. L'abbé Pierre, qui aura 90 ans dans quelques semaines, a salué ses compagnons avant d'inaugurer demain matin le salon Emmaüs. On attend quelques 40 000 visiteurs qui viendront chiner, un geste de solidarité à l'égard des plus démunis. Dernier préparatif hier de cette vente dans l'un des centres Emmaüs de Bougival, dans les Yvelines, avec les compagnons de l'abbé Pierre. Marc Maisonneuve, Pierre Bon-Joseph. Un dépôt de camion, une entreprise presque comme les autres. Christophe est un compagnon un peu particulier car il travaille pour Emmaüs. Là où l'économie est forcément solidaire, même si ici aussi, il a bien fallu s'adapter à l'évolution du marché. Il y a un rythme qui est celui d'une entreprise, quoi. Peut-être qu'on fait un peu moins d'heures, c'est tout. Les livraisons se succèdent. 3 dans l'après-midi, c'est une petite tournée. Ils collectent pour revendre. Les clients sont des clients comme les autres, en quête de service et de la meilleure affaire, de la trouvaille. Au revoir et venir chiner là-bas, c'est aussi une passion, quoi. Les anciens. Dans le bric-à-brac, entendez le dépôt Emmaüs, des livres du XVIIe siècle. Celui-là sera vendu 80 €, une misère pourrait-on dire. Mais ici, le rapport vendeur-acheteur ne peut être résumé à une question d'argent. On doit avoir une vision du monde, changer sa vision du monde, ne pas avoir toujours une vision désespérée du monde. Parce que aussi, à travers le quotidien, l'expérience nous montre que les personnes qui rentrent à Emmaüs, les personnes qu'on aide, pas toujours, mais arrivent à se sortir d'affaires et réussissent à s'épanouir. Le salon Emmaüs de l'an dernier a rapporté 450 000 €. Un beau résultat de l'économie solidaire. À l'approche de l'été, la crainte des incendies, notamment en Corse, où quelques 400 départs de feu ont été enregistrés l'année passée. La lutte contre les incendies passe évidemment par la prévention. Isabelle Quintard, Sylvain Daubat. En face de vous, vous voyez cette immense vallée là, qui fait comme un V légèrement, je dirais, coupé au fond. Ça a brûlé le 11 août 1981. Et depuis, bon, on n'a plus de problème. La végétation reprend le dessus.
Depuis, les forestiers sapeurs patrouillent et surveillent les hauteurs de Porto Vecchio, une zone particulièrement à risque. En Corse du Sud, sur les 11 dernières années, plus de 25 000 hectares sont partis en fumée. Le débroussaillement est donc une obligation pour les particuliers comme pour les collectivités. Bien avant l'été, de drôles d'engins font alors leur apparition. Avant, on a commencé, qu'on l'appelle nous le pinat. Après, on a eu des débroussailleuses à main, qu'on a toujours d'ailleurs. Et puis maintenant, nous avons des engins aussi beaux que ça. Bon les gars, c'est bon, on rattaque. Hein, bon, c'est parti, il y en a un qui va là-bas, il y en a un qui monte plus haut, on finit la parcelle et puis c'est bon. Allez, on y va. Lorsque le terrain est inaccessible, comme ici à plus de 1000 mètres d'altitude, la technique est plus rudimentaire mais tout aussi efficace. Il s'agit d'entretenir un pare-feu, c'est-à-dire une ligne de combat à l'intérieur de laquelle les pompiers pourront intervenir. On a un pare-feu qui fait 11 hectares là. Bon, comme vous le voyez, il part de là-bas, des baraques. Et vous pouvez le suivre, il contourne jusqu'au bout au virage là-bas, il continue et ça fait environ une parcelle de 11 hectares que nous avons débroussaillé, nous avons presque fini. D'ici l'été, les forestiers sapeurs ont encore à débroussailler plus de 90 hectares. Ils auront alors limité les risques, même si en Corse du Sud, le danger ne vient pas forcément de la négligence ou du climat. L'an dernier, près d'un feu sur deux était d'origine criminelle. Les internationaux de Roland-Garros. Aujourd'hui, la magie a opéré. 3 Français sélectionnés. Sébastien Grosjean s'est qualifié pour les 8e de finale, tout comme Arnaud Di Pasquale et Paul-Henri Mathieu. La révélation du jour, 107e joueur mondial. Il a battu le Tchèque Jiří Novák, tête de série numéro 14 du beau tennis. Julien Beaumont. Voici la révélation de ce Roland-Garros 2002. Paul-Henri Mathieu, c'est d'abord un cri. C'est ensuite un invité surprise. Il est 107e mondial, personne ne se méfiait de lui. Pas même Jiří Novák, battu en 1h40. En 8e de finale, Paul-Henri Mathieu rencontrera André Agassi. 3,25 secondes, 6-4, 6-4, 6-3. Je m'aurais dit que je serais en 8e de finale. Bien sûr. J'espérais toujours exploser. Et exploser ici à Roland-Garros, c'est le plus beau rêve de ma vie, quoi. Et maintenant je suis parti. Et j'espère que je vais continuer le plus loin possible, quoi. Retour gagnant pour Arnaud Di Pasquale. Après des débuts prometteurs, il avait été éloigné du circuit pour cause de blessures au genou. 406 jours sans victoire. La série noire est derrière lui. Il bat Srichapan en 3-7. Au prochain tour, il affrontera Marat Safin. Elle n'est pas favorite et pourtant, Mary Pierce a mis 40 minutes pour battre la Hongroise Kapros. Pierce n'a toujours pas perdu une manche depuis le début du tournoi. Sébastien Grosjean a fait durer le suspense. 4-7 pour battre Spadea et surtout beaucoup de frayeur pour le Français. Heureusement, tout le cours était avec lui. Je crois que c'est super de voir 3 Français, je crois, en 8e de finale. C'est génial. Il y en a aussi chez les filles. Donc c'est vraiment une belle aventure pour tous les Français. Grosjean jouera lundi contre le Belge Malice. Un match à sa portée selon ses termes. Et à Lorient, les premiers bords du voilier qui défendra les couleurs de la France lors de la prochaine Coupe de l'America. Le défi français a été baptisé il y a 15 jours et les activistes de Greenpeace avaient empêché la première navigation prévue initialement le 18 mai. Aujourd'hui, sous le soleil, les premières impressions de l'équipage, un bateau, disent-ils, innovant et original. En Vendée, la course contre la marée est une tradition. Plus d'1,5 million de passionnés, d'1,5 millier de passionnés ont pris le départ. 4 kilomètres pour ces foulées du Gois qui se terminent souvent avec de l'eau à mi-cuisse. Christophe de Valambras, Stéphane Alérang. Ils courent contre la marée. L'eau a déjà largement submergé la route et dans quelques minutes, ils n'auront plus pied du tout. Le but, c'est d'atteindre le continent à temps. À marée basse, le Gois permet d'atteindre l'île de Noirmoutier à pied sec. Mais à marée montante, il devient le parcours d'une course extraordinaire. C'est vrai que c'est une course mythique un peu, hein. Comme on dit, c'est le Paris-Roubaix de la course à pied aquatique, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de particulier qu'on retrouve, qui est vraiment unique au monde. Techniquement c'est difficile parce qu'il faut beaucoup monter les genoux pour essayer de se sortir au maximum de l'eau. Et puis je pense qu'il faut surtout pas trop réfléchir parce que sinon on court à sa perte là.
Chacun sa technique. Lui, c'est tout en rythme, assez efficace. Lui, c'est plutôt la méthode de la rame, plus incertaine. Lorsque j'avais lancé cette idée, je pensais qu'ils allaient courir uniquement contre la mer, c'est-à-dire contre l'eau. Mais en fait, il y a un deuxième phénomène qui est aussi important, c'est la houle qui les déplace. C'est-à-dire qu'à la limite, je vais exagérer, mais ils sont obligés de courir un peu en crabe. Une course particulièrement difficile et il ne faut pas sous-estimer le danger. C'est arrivé l'année dernière, oui. On a repêché 2. Donc ça arrive rarement. Cette année, tous les coureurs sont arrivés à pied sur le continent, ou comme on dit ici, à bon port. Du spectacle et du vrai, les meilleurs et les plus rapides danseurs de claquettes du monde, Magic of the Dance, ou le talent d'une troupe moderne dont la culture s'inspire de l'Irlande traditionnelle. Un succès dans le monde entier. Sur scène, la troupe se produira au Théâtre Mogador. Françoise Roy, Jean-François Chevet. Les premières danses irlandaises remontent au XVe siècle. Un maître à danser, célibataire de préférence, traversait le pays de chaumière en chaumière pour embellir les fins de journée. Interdite pendant les périodes d'occupation anglaise, la danse est devenue un symbole de liberté. Magic of the Dance retrace l'arrivée des immigrants irlandais en Amérique du Nord et leur rencontre avec la danse classique et traditionnelle. Pour interpréter le spectacle, Michael Donelan, le champion du monde de claquettes. Magic of the Dance is a compilation of Magic of the Dance est une combinaison entre les racines de la danse traditionnelle irlandaise et une sensibilité plus moderne et plus proche du rock. More energy, more rock. La danse irlandaise a des règles strictes. Le haut du corps doit rester totalement immobile. Les danseurs interprètent chaque note de musique avec les pieds. Michael Donelan est le plus rapide danseur de claquettes du monde, 40 pas à la seconde. Rythme et mélodie, les danses irlandaises traversent le temps, transmises de génération en génération. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Rioué. 20h55, Patrick Sébastien avec le plus grand cabaret du monde. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Michel Field. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2 et on se quitte sur ces images du Festival des fanfares à Montpellier.